Bonjour tout le monde, marhaba bikoum. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi un invité de marque, un guest exceptionnel. On va beaucoup s'amuser durant cette interview. C'est Sofiane Kamoun, marhaba bik. عايشك محمد مرحبا بك انت. Je suis très heureux de t'avoir avec nous pour cette interview. Et ma première question, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Sofiane Kamoun? دونك فوالا انا مولود في تونس كمون دونك صفاقسي امامي تونسيه. انا اتولدت في تونس في العاصمه donc j'ai grandi في تونس et après le bac je suis parti donc début des années 80 je suis parti en France à Paris où j'ai fait un cursus de biologie en fait من الأول. donc sciences de la nature à l'époque. Et j'ai vite réalisé que la génétique était une science en essor, hein, en parlant des années 80. Ça se sentait que la biologie et la génétique surtout allaient exploser. Donc j'ai décidé de me lancer dans la génétique et je suis parti après une maîtrise à Paris, bachelor work. Je suis parti aux États-Unis directement. J'ai pu étudié à l'Université de Californie à Davis, où j'ai fait une thèse en génétique, en fait, mais j'étais dans un laboratoire de pathologie végétale, les maladies des plantes. Et c'est là que j'ai commencé ma spécialisation, justement, sur la plant pathologie, comme on dit, pathologie végétale. Et voilà, donc j'ai fait ma thèse à Davis. J'ai fait un petit postdoc, je suis parti aux Pays-Bas où j'ai commencé un peu à développer ma carrière un peu indépendante. J'étais postdoc au début, j'ai eu une grant, un fellowship, tout ça. Et après ça, je suis retourné aux États-Unis, donc à des carrières l'Atlantique. Voilà, plusieurs fois chaque l'Atlantique. Donc j'ai aux États-Unis et là j'ai commencé mon labo en 98, en fait, à Ohio State University. Donc, toujours dans les plantes pathologies. Exactement, toujours en plein de pathologie. Et je me suis commencé à me spécialiser déjà aux Pays-Bas sur la maladie qu'on appelle le mildiou de la pomme de terre. Oui. Donc, c'est une maladie causée par un... C'est la fameuse famine irlandaise, c'est ça? Donc, exactement, exactement. C'est la maladie, c'est un microbe, c'est un eucaryote, microbe eucaryote qui a justement été le début de la fameuse famine irlandaise parce qu'il a été introduit en Irlande. Ça a causé une pandémie, mais c'était une pandémie sur la pomme de terre. Et ça a complètement éliminé justement la pomme de terre en Europe et surtout en Irlande. Et c'est là que ça a un effet énorme. Hein. Il y a 1 million de morts, 1 million d'immigrés et tout. La population d'Irlande, entre parenthèses, ne s'est pas rétablie au niveau d'avant la famine, même aujourd'hui. Important à savoir. Donc, du coup, un message subliminal, c'est que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas uniquement la santé des êtres humains ou des animaux, il y a aussi le côté végétal. Tout à fait, tout à fait. J'espère qu'on en parlera encore. On a très doucement, voilà. Et donc, les plantes, c'est important aussi. C'est important. Donc, mais pour finir mon trajet, donc, بعد Ohio State, je suis passé au Royaume-Uni, donc à Norwich, là où je suis en ce moment, hein, à Norwich. Et là, depuis une douzaine d'années, je suis au Sainsbury Lab, qui est un laboratoire principalement financé par David Sainsbury, qui est un des hommes les plus riches de ce pays, en Europe. Et donc qui s'intéresse à la science, donc qui nous finance ce laboratoire. Donc c'est financé principalement par de la philanthropie. Ok. Et voilà, donc je suis ici maintenant depuis une douzaine d'années. Donnez-moi concrètement maintenant les projets que vous développez au laboratoire, on va dire les lignes, les headlines. Donc, au départ, c'était ma spécialité, c'était surtout. Donc, nous, on étudie une interaction, donc un pathogène qui infecte une plante. Donc, généralement, on étudie les deux en même temps. Mais au départ, ma spécialité, c'était surtout le côté du pathogène lui-même.
Donc, j'ai démarré ma carrière surtout en étudiant le pathogène. Par exemple, à la fin des années 2000, on a publié la séquence de ce pathogène, donc le milieu de la pomme de terre, qu'on appelle Phytophthora infestans. Donc, ça, on l'a fait dans les années 2000, etc. Donc, j'ai étudié les mécanismes de virulence, etc. Je dois avouer que ces dernières années, mes recherches m'ont mené plus aux côtés de la plante elle-même. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur les récepteurs immunitaires des plantes, parce qu'on ne le sait pas souvent, mais les plantes ont un système immunitaire qui leur permet de se défendre contre des microbes, des agresseurs, etc. Et donc, en ce moment, je dirais à peu près la moitié de mon équipe travaille sur les récepteurs immunitaires et sur les mécanismes d'immunité. Donc, on a fait quelques découvertes intéressantes qui nous ont encouragés à aller dans ce sens. Voilà, donc c'est les sujets d'interaction plante-microbe. Donc, c'est un peu, on va dire, le parcours du professeur Sofiane Kamoun. Mais le but de cette interview, c'est un peu philosopher. Comment tu t'es retrouvé finalement à faire ce travail? Durant ce parcours, on a vu que tu as traversé l'Atlantique plusieurs fois, mais شنو الحاجة اللي خليتك تحب الخدمة هذه وتواصل فيها؟ Est-ce que c'est un accident de parcours ou est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière qui te pousse? Non, c'est clair, dès que j'étais gosse, je m'intéressais aux plantes et aux vivants, disons, pas uniquement aux plantes. En fait, quand j'étais gosse, on était à Montfleury. Et autour de l'âge de 10 ans, Naqalna Sokra, donc on est passé dans une villa à Sokra qui à l'époque, maintenant ça a changé, mais à l'époque Sokra c'était la campagne. Hein. Donc il y a eu deux choses. D'abord il faut prendre un enfant de 10 ans et de le transposer d'un appartement en ville. Il y a un grand jardin et entouré de vergers et tout ça. Donc pour moi d'abord c'était une découverte énorme. C'est ce monde vivant, toute cette verdure, tous ces animaux. Ça a beaucoup éveillé ma curiosité. La chose qui est aussi intéressante, ça fait peut-être partie de l'accident du parcours, c'est j'étais quand même isolé. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais très loin des amis de lycée. Le lycée Filmanza, c'est à 7-8 km. Donc, c'était loin. Donc, je n'avais pas beaucoup d'amis. Donc, j'étais presque obligé de m'amuser tout seul. Et quand on est comme ça, on est jeune et on est gosse et on a accès à tous ces jardins, etc. Donc, on s'amuse à l'extérieur. Et ça a éveillé beaucoup de curiosité. J'ai découvert des choses, des insectes qui sont partout, des papillons, ce genre de choses, des plantes énormes. Ce genre de choses qui m'ont beaucoup qui m'ont poussé par curiosité à en apprendre plus. Donc, éveiller ta curiosité. Donc, voilà, ça a éveillé ma curiosité, voilà. Et surtout à l'époque, je dois avouer, c'était les insectes qui m'intriguaient le plus parce qu'il y en avait partout et j'étais très curieux de ce que c'était, etc. Et j'ai commencé aussi à lire sur le sujet. Et bon, à l'époque, c'est pas comme maintenant, l'Internet, la hatchaya. Donc, c'était pas évident, mais j'ai quand même déniché quelques bouquins chez les bouquinistes, etc. J'ai commencé à découvrir tout ça. Et ça a éveillé ma curiosité qui m'a posé le coup. Voilà, donc à un certain temps, je me suis dit, ça m'intrigue, je veux en savoir plus, et voilà. Donc, par rapport aux insectes, je sais qu'il y a une petite anecdote que tu vas nous raconter là tout de suite. Donc, oui, tout à fait. قبل ما بدينا l'interview, حكينا شوية. J'ai pointé cette petite armoire brune qui est là, donc on est fait où en fait dans cette armoire, toute l'armoire est remplie d'insectes, de coléoptères. C'est en fait un type de coléoptère spécifique qui s'appelle des cicindèles. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai collectionné beaucoup de cicindèles. Il y a un des tiroirs qui sont dans cette armoire. Et donc, c'est les cicindèles tunisiennes. En fait, moi, j'étais intrigué par les insectes déjà quand j'étais adolescent. Et quand j'ai commencé à travailler à la fac, j'ai réalisé que peut-être ça serait intelligent de me spécialiser un peu
de choisir un groupe d'insectes. Ok. Et en fait, je me suis spécialisé justement dans les cicindèles, ces coléoptères, ce type de coléoptères. Il y a une douzaine d'espèces phytounes, il y a des milliers dans le monde. Et en fait, celle-là en particulier, c'est la première cicindèle, les premières cicindèles que j'ai récoltées, collectionnées. Et c'était en fait à Klibia, sur la plage, je pense, de Hammam Merzez, en juillet 85. Donc, j'étais déjà à la fac, mais c'était à l'époque, quand j'ai découvert ces cicindèles, je me suis dit, tiens, c'est un groupe qui serait intéressant à étudier. Et j'ai continué à travailler dessus. Je n'ai jamais travaillé dessus professionnellement, dans le sens où j'ai été payé pour travailler dessus. Mais entre autres, parmi les trajets, comme en traversant l'Atlantique et tout, j'ai fait un séjour de 6 mois en Australie pour étudier justement les cicindèles et tout. J'ai publié des articles dessus, etc. Donc, c'est un hobby qui a, pendant une période de ma vie, qui a été en parallèle, qui s'est développé en parallèle avec ma carrière formelle, disons. C'est extraordinaire. C'est une interview un peu va partout. J'ai une question que j'ai aussi là aussi posée à plusieurs de mes guests pour cette série. C'est vous avez voilà, tu as vécu dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, plusieurs cultures. Fondamentalement, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision même de la vie? Le fait est que Amérique, en Europe, en Australie, pendant 6 mois, en Tunisie, est-ce que fondamentalement, et puis la recherche, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça nous change en tant qu'être humain? Wallah, Mohamed, si je n'ai pas changé, ça serait vraiment grave. Donc, le fait, moi j'adore les voyages, j'adore voyager. Jusqu'à maintenant, je suis accro au voyage. Et je pense que justement, un des facteurs les plus importants de voyager, de découvrir des cultures, des pays différents, c'est justement de s'enrichir, d'en tirer quelque chose. Et je dois avouer que chaque pays que je visite, je découvre toujours quelque chose. Et encore plus quand on vit dans ce pays, on découvre beaucoup de choses. Où j'espère bien que ça m'a enrichi en tant que personne, en tant qu'être humain, ça m'a permis de me développer. C'est clair. Et est-ce que يعاونك في خدمتك le fait que Tout à fait. D'abord, il y a des styles différents dans la recherche dans le monde. Dans les années 80, donc à la fin des années 80, c'est là où j'ai commencé à sérieusement penser à la recherche pour la thèse et tout. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, si on veut être cutting edge, il faut aller aux États-Unis. Donc, il n'y avait pas de doute. Tawa, il y a beaucoup plus de diversité. Le monde de la recherche, c'est beaucoup. C'est multinational. Maintenant, il y a beaucoup de pays, la Suède, en Europe, même la Chine, le Japon, on peut faire de la recherche de pointe dans ces pays-là. Mais à l'époque, il fallait aller aux États-Unis. Donc, c'était mon truc, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis parce que je voulais faire de la recherche. Le style américain pour la recherche, c'est un style qui m'a beaucoup influencé et que je maintiens encore aujourd'hui. C'est un style très flat. Il y a pas beaucoup de hiérarchie, pas comme en Europe. Et encore des endroits en Europe, c'est très hiérarchique. Old style, c'est clair. Un des trucs, moi je suis parti en Californie, donc à Davis, assez jeune. Donc c'était après la maîtrise, j'avais 21, 22 ans. Donc j'étais encore très jeune. Mais de voir un prix Nobel, une sommité mondiale, sur un vélo, en sandales, traverser le campus avec un petit t-shirt sans aucune prétention, et de pouvoir discuter avec ces gens-là. Ouvertement, voilà. Accessible, tout ça, c'est quand même incroyable. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup impressionné. Et c'est pour ça que je reste jusqu'à maintenant, j'adore le contact avec les jeunes. C'est une responsabilité, je pense, quand on est scientifique, quand on est intellectuel, d'être toujours ouvert aux jeunes. C'est pour ça que
quand tu m'as demandé pour cette interview, je n'ai pas hésité une seconde. Donc, C'est clair. Et ça restait indélébile dans ma mémoire, le fait que des gens qui sont d'une intelligence énorme, d'une réputation énorme, quelqu'un d'autre avec beaucoup moins de choses se prennent pour c'est fou qu'il soit comme ça accessible et tout. Ça m'a beaucoup touché, ça, le système qui est pas hiérarchique où on favorise les discussions, on peut n'importe qui, c'est pas le rang, c'est pas la place dans la hiérarchie qui compte, c'est les idées elles-mêmes. Ça m'a beaucoup touché. اما حاجه اخرى نحب نقولها بتاتر جو بارل ترو ما نعرفش كم non, حاجه اخرى كيما نقولوا احنا في تونس كسكسلو يرجع لاسلو on s'enrichit par les voyages, par le frottement avec d'autres cultures, etc. Mais il y a beaucoup de points positifs dans notre culture que j'essaie de maintenir et de garder. Un exemple qui m'est venu à la tête récemment, c'est le fait que dans notre culture, on a un point très fort. Et on ne réalise pas même. On sait raconter des histoires. On sait raconter des histoires. Et maintenant, pour monter un article scientifique ou même une présentation scientifique, c'est très important de présenter ça comme une histoire, avec un narratif, etc. Donc ça, c'est un point quand même très fort dans notre culture. On a la capacité justement de raconter des histoires, d'être intéressant, etc. Et j'ai réalisé dans mon parcours, comme je travaille avec des gens de plusieurs pays, il y a beaucoup de cultures qui n'ont pas ça. Ils ont beaucoup de difficultés justement à développer des histoires, à développer comme ça des narratifs. Donc ça, il y a des choses aussi qui sont propres à notre culture, que j'espère que j'ai gardées au fil du temps, toutes ces années-là, où j'espère que c'est un aspect qui me donne ma propre identité, en tant que Tunisien d'abord, qui s'est frotté à beaucoup de cultures et qui s'est enrichi avec d'autres cultures, avec d'autres interactions. C'est parfait. Donc, ça me ramène alors à la question de l'Kharania, peut-être مربوطة كما قلت au sens de la responsabilité, le frottement avec les autres cultures, ce que vous faites comme recherche. Est-ce que vous pensez que votre travail, il est utile? Et quand je dis utile, c'est tout l'éventail le plus large possible que peut porter ce mot. Est-ce que vous voyez de l'utilité que vous faites? D'abord, je dirais, une photo de Jacques Monod et on dit que ses derniers mots c'était « je cherche à comprendre ». Et je pense que « je cherche à comprendre », c'est le résumé de tout scientifique. On est curieux au départ, on veut comprendre comment les choses marchent, comment les choses se sont développées, comment elles ont évolué, etc. Donc la connaissance, c'est notre business en fait. Nous, comme scientifiques, on est dans le business de la connaissance. Et la connaissance, c'est incroyable, la force de la connaissance. Quand on connaît quelque chose, si on sait que maintenant des antibiotiques, ça tue les bactéries et que quelqu'un qui a une infection, on peut lui donner des antibiotiques et la majorité des cas, il va guérir, etc. Pareil maintenant avec ce coronavirus, etc. Les vaccins qui sont en train de se développer, tout ça, c'est le fruit de la connaissance. Donc, notre business, c'est la connaissance. Donc, elle a déjà au départ, philosophiquement, je dirais que n'importe quelle personne qui contribue à générer et à communiquer de la connaissance à notre espèce humaine, c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose d'extrêmement utile, déjà au départ, donc philosophiquement, indépendamment des différents sujets, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est la science, la force de la science, c'est incroyable. J'ai des frissons maintenant en parlant. C'est vrai, c'est très fort. La science, c'est très fort. On regarde autour de nous. C'est le fruit de la science. Donc, construire ensemble l'hôtel, c'est donc l'édifice du savoir humain, c'est ça. Absolument. Une autre métaphore, peut-être, c'est Mahdi, une autre métaphore que j'aime bien. Imaginons un arbre.
est-ce qu'on peut imaginer un arbre? Est-ce qu'on peut imaginer des branches, des feuilles, des fleurs sans le tronc? Non. Donc la connaissance, c'est le tronc. Et sans le tronc, on n'a pas le reste. Et dès qu'à pour moi, même pour le développement, par exemple, de notre pays, tout ça, bien sûr, on peut résoudre des problèmes, etc., et le côté appliqué, etc., mais il faut investir dans l'éducation, dans les connaissances fondamentales, etc. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Si Sofiane, je vous embrasse beaucoup. It was a wonderful interview. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens. Inch'Allah, احنا نزيدوا نتقابلوا مرات أخرين pour d'autres sujets, pour d'autres interactions. Pour tous les followers de ce programme, Inch'Allah, يكونوا معنا d'autres figures tout aussi inspirantes que mon invité du jour. Je vous embrasse beaucoup et à la prochaine fois. Merci. Yeah, we can be heroes just for one day.